pour les personnes voilà, je me suis mis au milieu, pour les personnes qui arrivent sur ce premier Malte Academy. En fait, donc ils ont été à l'origine de Malte. Nous, on est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, on compte notamment une communauté de 180 000 freelances sur la France, l'Allemagne et l'Espagne pour environ 90 000 clients. Donc, tout simplement, quelques initiatives voilà, qu'on a mis en place pour les indépendants et freelances pendant cette période de crise sanitaire. Donc, on a une page qui s'appelle covid19.malte.fr où vous pouvez retrouver toutes les aides mises en place par le gouvernement lorsqu'on est indépendant. Donc, pas hésiter à aller la contacter. Pour les personnes qui ont un profil sur Malte, qui d'ailleurs auraient des questions sur Malte, je vous invite, pour ne pas polluer la présentation, à nous envoyer vos mails directement à community@malte.com. Et voilà, pour les personnes qui ont déjà un profil, vous pouvez aussi mettre en place le hashtag ReadyToHelp qui indique du coup à des clients potentiels, enfin ou en tout cas à des sociétés, que vous rendez disponibles et bénévoles pour mettre en place des solutions d'aide sur les services de santé. Et du coup, les Malte Academy, donc qui sont des événements de peer learning animés par des freelances. Donc, si vous voulez tous les revoir pour information, cette Malte Academy est du coup enregistrée. Vous pourrez du coup la revoir sur le site malte-academy.com. Pareil, nous recherchons toujours des speakers pour le mois de juin, donc n'hésitez pas si vous avez un talk à aller vous proposer. Et allez effectivement aussi consulter tous les talks qui sont prévus pour la fin mai et jusque juin. Et je vais du coup te laisser la parole, Arnaud, et te laisser te présenter. Merci en tout cas de t'être rendu disponible pour ce Malte Academy. Et voilà, je me mute, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Donc là, on va être. Alors, j'ai déjà commencé par présenter hop, la boîte de Pandore. Hop. Partager l'écran. Partager. Hop, voilà. Donc là, non, ça devrait être tout bon. Clémentine, tu me dis si c'est tout bon pour partager l'écran. C'est parfait. Nickel. Donc là, on va être sur un case study. Alors, j'en ai plusieurs aujourd'hui disponibles. Donc, alors déjà, je vais peut-être me présenter vite fait. En fait, Arnaud Stéphane. Moi, je suis breton. Alors, j'habite à Annecy. J'aime bien les lacs, les montagnes. Malheureusement, avec le virus, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Là, l'idée de ce case study online, c'est finalement de raconter une histoire. Et on va essayer de faire en sorte que vous en soyez un petit peu les héros également. Et de faire en sorte que vous soyez au plus près de l'histoire et des personnages que vous allez voir au travers de cette histoire-là. Donc, ça va être un case study de mise en situation découpé en 3 actes. Donc, on va planter le décor. Donc, ça va être une histoire en fait de transformation business et digitale. Parce que aujourd'hui, en fait, vu les enjeux de transformation, la technologie va jouer un vrai levier, un vrai levier même colossal. Et donc 3 actes avec à chaque fois en fait des protagonistes sur lesquels en fait je reviendrai sur les différents drivers de chacun de ces protagonistes et qu'est-ce qui va se jouer en termes d'actes dramatiques sur chacun de ces actes-là en fait. Donc une histoire, un décor, 3 actes, chacun des actes avec des protagonistes, l'enjeu dramatique qui va se jouer et avec une progression donc qui va finalement s'enchaîner avec un décalage qu'on va pouvoir constater à la fin de l'histoire par rapport à l'ambition de départ en fait. Moi, l'idée du case study, en fait, quand je le joue en plus petit comité, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'identifier au maximum et surtout, en fait, en tirer directement des actions que, dans cette situation-là, en fait, et si dans une nouvelle situation qui se rapprocherait, qu'ils éviteraient de faire, qu'ils arrêteraient de faire, qu'ils renforceraient, parce que finalement, ça peut également donner des idées d'action ou de posture ou d'intention à renforcer, parce qu'en fait, peut-être que vous les faites pas assez, ou à démarrer, parce que clairement, en fait, c'est quelque chose que vous ne faites pas, en fait. C'est bien toute l'ambition de travailler des nouvelles postures et en les travaillant, en faire de nouvelles habitudes. La boîte de Pandore, donc quelques case studies online de ce type-là, et également un jeu de société. Alors bon, vu le virus, c'est un peu compliqué en ce moment. Je suis en train de travailler sur un modèle digital également. Toute l'ambition de ces éléments-là, c'est de mettre en situation
pour s'exercer à développer des nouvelles intentions, des nouvelles postures, tant organisationnelles que managériales en fait. Donc le case study, ça va illustrer en fait non pas des problèmes, parce que des projets ont des problèmes, et ça, on va dire, c'est un petit peu la vie. Par contre, le point qui m'a intéressé dans la boîte de Pandore, en fait, c'est s'attaquer à pourquoi certains problèmes sont récurrents. Et récurrents au sens qu'on retrouve, quelles que soient les équipes, quels que soient les pays, quelles que soient les industries considérées, en fait. Donc, quelques éléments d'introduction sur ces éléments d'enjeux de transformation des fonctions marketing et vente par les différents outils digitaux. Un petit aperçu en fait du paysage technologique dont on parle. Donc, il y a une étude en fait qui est publiée assez régulièrement par Martech que je trouve très intéressante, qui a construit en fait un paysage. Donc une infographie, donc bien évidemment illisible, hein, puisqu'en fait là c'était mi-2018, on avait plus de 7000 solutions ad tech référencées, donc compartimentées ensuite en différentes sous-fonctions, publicité, gestion de contenu, expérience client, relations sociales, réseaux sociaux, commerce et vente, data et management, et eux-mêmes subdivisés ensuite en blocs. Et donc du coup c'est un paysage monstrueux qui bien évidemment en fait ne fait qu'augmenter, donc avec une inflation hallucinante. Et donc le vrai enjeu, c'est tout à la fois des enjeux business qui ne font qu'être remis en question de plus en plus vite, et avec de l'autre côté une offre technologique pléthorique qui ne fait qu'augmenter à une vitesse hallucinante. Donc le vrai enjeu, c'est on fait comment pour se retrouver dans ce maelstrom en fait d'idées et de solutions. La vraie agilité, en fait, si on peut imaginer une vraie agilité, c'est en fait moins de gérer des projets que d'être capable de jongler finalement dans ce contexte mouvant, donc avec des initiatives tout à la fois d'innovation réglementaire, notamment avec la RGPD en fait au cœur des enjeux du moment, l'amélioration continue en fait sur des pratiques qui sont en place ou des solutions déjà en place, ou des grands projets en fait qui de toute façon étaient déjà programmés et seront à lancer en fait. Et la vraie agilité, c'est être capable non pas de se focaliser sur l'un ou l'autre des pans, mais de concilier en fait ces différents types d'initiatives dans l'organisation qui est la nôtre en fait. On va rentrer sur pour info, donc on va essayer de se donner à peu près 30-40 minutes sur ce case study-là pour libérer après un temps dédié aux questions-réponses. J'espère qu'ils seront nombreuses. Et vous récupérez en fait ce support de présentation, donc avec tout à la fois des éléments bibliographiques, des articles que j'ai pu écrire ou dont j'ai pu m'inspirer en fait pour produire ce case study-là en fait. Alors le case study, ici, on va être sur un contexte donc CRM, donc Customer Relationship Management. Là, on va être sur une approche technologique un peu innovante à l'époque, puisqu'en fait, il se trouve qu'en plus, la solution dont on parle, c'était Salesforce. Et en fait, c'était pas seulement Salesforce qui était implanté, mais en fait, c'était Salesforce plus d'autres solutions elles-mêmes dans le cloud. Et du coup, c'était tout un enjeu tout à la fois de transformation de l'entreprise au travers de Salesforce, mais également un défi technologique pour Salesforce de mettre en œuvre Salesforce, mais avec toute une panoplie de solutions connexes et intégrées. On est sur une entreprise avec 120 ans d'existence. Donc, quand ça fait 120 ans qu'on fait un job, c'est encore plus compliqué de se remettre en question et de se reprojeter sur son business demain. Une activité en fait B2C et B2B incontournable, notamment en Suisse, avec plus d'1,6 million de clients en fait. Il se trouve que ces clients, pour la plupart, sont fidèles, très fidèles. Et en fait, le vrai enjeu pour cette entreprise et le pourquoi en fait ce programme-là de transformation se lance, ça va être OK, je fais comment pour tout à la fois continuer à faire du business avec les clients que j'ai aujourd'hui et commencer en fait à développer mon business sur un marché que je connais moins et sur lequel je suis moins implanté, et donc avec des nouvelles appétences, des nouvelles tendances, de nouvelles manières d'acheter et de consommer en fait. On est sur un leader incontesté en Suisse, donc de l'assurance,
Le programme de transformation, en fait, ça va viser à placer la relation client au cœur de ces enjeux. Et en fait, il va y avoir 3 sponsors qui vont porter en fait respectivement chacun de ces enjeux-là. La directrice marketing qui, elle, va être justement sur l'acquisition d'un côté de nouveaux clients et la rétention en fait des clients existants. Le CIO, lui, qui va faire en sorte de développer une nouvelle posture de l'IT vis-à-vis du business, donc davantage dans une posture de partenaire. Et en fait, on a le directeur dans Sales, qui ici est plutôt le Customer Interaction Center, qui lui cherche davantage à mieux connaître ses clients pour leur proposer de meilleurs services et les services qu'il propose, les proposer de la meilleure manière en fait. On est sur une logique omnicanal, donc bien évidemment en fait avec tout ce que ça comporte. On a donc ces 3 sponsors du projet, directrice marketing, CIO et directeur CIC qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. Et donc, ces 3 nouveaux directeurs qui viennent renforcer le comité de direction de l'entreprise et avec donc plutôt des nouveaux directeurs. Enfin, donc eux, ils sont nouveaux directeurs, ils viennent d'arriver depuis à peine 2-3 ans et les anciens directeurs seront incarnés comme étant un seul et même personnage. On le verra en fait dans l'histoire. Voilà le décor. Donc, une entreprise qui fait un business depuis plus de 120 ans, donc avec un enjeu de transformation énorme, puisqu'en fait, si elle n'arrive pas à développer son nouveau marché, en fait, elle ne pourra pas survivre. En fait. Dans ce premier acte, en fait, on va être en plein sur pourquoi changer un modèle qui marche et qui plus est depuis maintenant plus de 120 ans. En fait. Là-dessus, donc normalement vous allez avoir une petite vidéo qui va vous présenter en fait les personnages transposés dans un contexte un peu plus fun. Ici, donc dans ce contexte-là, dans ce premier acte, en fait donc c'est ce que je disais, hein, c'est que les clients actuels sont fidèles, très fidèles, mais vieillissants. Donc il faut arriver à attaquer le nouveau marché. Et en fait, donc, ces nouveaux directeurs sont en train de jouer en fait leur carte de nouveaux arrivants en portant ce nouveau programme-là en fait. Ce qui va se jouer ici, c'est qu'on va avoir donc la directrice marketing en protagoniste principale. Son objectif, donc, c'est bien l'acquisition et la rétention de clients. Et en fait, son driver à elle, si on doit simplifier, c'est l'importance. Ce que je fais, moi, c'est important. Et donc, forcément, ce qui sous-tend que ce que font les autres, c'est moins important que ce que je fais moi, en fait. Il se trouve que par le passé, et ces histoires passées, en fait, la relation notamment avec les différents directeurs informatiques qu'elle a pu croiser dans son histoire, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et elle a du coup une tendance naturelle à se distancier de tout ce qui est sujet technologique. C'est l'IT, ça ne me concerne pas en fait. Donc ce que je fais, c'est important. Donc ce qui sous-tend que ce que font les autres, ce n'est pas important. Et tout ce qui est technologique, ce n'est pas moi, c'est l'IT en fait. On va avoir le CIO, donc la direction technologique, qui lui cherche à développer et à casser cette session entre le business d'un côté et la technologie de l'autre. Et lui, en fait, son driver à lui, c'est je suis là pour changer. Et donc, du coup, générer l'incertitude, puisqu'en fait, l'incertitude, c'est le début du changement. Et lui, en fait, il a une tendance naturelle à aller chercher la compétence à l'extérieur, au travers de consultants, de fournisseurs, d'intégrateurs ou d'éditeurs, plutôt que de s'appuyer sur des compétences internes, parfois un peu cachées, mais en tout cas pas valorisées ici, en fait. Ça va être son point noir. Et on aura le directeur CIC, donc Sales. Lui, en fait, son ambition, effectivement, c'est de développer les ventes. Et en fait, lui, son driver à lui, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien, en fait. Et il n'a pas envie de se fâcher avec les uns ou avec les autres. Donc, alors moi, j'ai tendance à caricaturer un petit peu en disant il est ni pour ni contre, bien au contraire. Et en fait, lui, ce qui se passe, c'est que les projets d'envergure, de transformation, il n'en a pas du tout l'habitude. Donc, avoir un focus concentré sur des initiatives de plus de 2 ans, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude et qu'il ne sait pas faire, en fait. Donc, on va avoir ces 3 protagonistes-là. Et moi, ce que je vais vous demander, en fait, c'est, en vous mettant dans la situation que je vais vous faire jouer là à l'instant, c'est d'identifier ce que vous feriez à leur place ou dans cette situation-là, ce que vous arrêteriez de faire
ce que vous éviteriez de faire ou ce que vous renforceriez. Et vous pouvez le noter en fait dans l'onglet conversation. Et puis du coup, en fait, Clémentine, tu pourras noter en fait les différents commentaires. Et on va compiler tout ça dans une mind map à la fin qu'on vous remettra également en fin de session en fait. Hop, du coup, ici, je reprends masquer mode présentateur, hop, et je vous lance la vidéo. Normalement, il y a du son. Donc là, on a bien retrouvé en fait nos trois personnages en fait. Alors, je vais revenir ici. On a bien retrouvé nos trois personnages ici qui sont finalement incarnés par ces trois membres du trône et avec un personnage qui regroupe en fait les anciens. Et on voit donc trois chemins qui semblent se profiler avec celui que naturellement la directrice marketing semble vouloir prendre. Donc le tapis rouge, donc en gros ce que je fais c'est important et je cherche à me valoriser. Le chemin que semble vouloir prendre en fait le directeur CIC qui est plutôt sans embûche, donc en gros ni pour ni contre, bien au contraire, pas de problème. Et je veux surtout pas de problème. Et enfin, lui, le directeur CIO, qui est lui plutôt en phase conquête, et lui, il est là pour changer en fait et casser les habitudes. Alors, sachant que ces trois personnages-là sont les trois sponsors du programme, en fait, s'ils prennent chacun un chemin différent, on voit bien que tout de suite, ça va présager d'une vraie difficulté dès le lancement du projet, en fait. Là, ce qui est en train de se jouer, en fait, l'enjeu, c'est bien injecter un changement d'incertitude dans une boîte en fait qui a plus de 120 ans d'existence. On est en train de totalement tout bouleverser en fait, et donc du coup de faire perdre à toutes les personnes, donc que ce soit les opérationnels côté business ou IT, on est en train de leur faire perdre tous leurs repères. Et dans ce contexte-là, en fait, avoir raison, si on n'embarque pas la totalité de l'entreprise, ça ne servira à rien d'avoir raison tout seul. En fait, on aurait perdu tout le monde. Créer et en fait se braquer sur un chemin plutôt qu'un autre. Donc en fait, on voit qu'il y a trois chemins qui semblent se dessiner là. En fait, on risque de créer d'emblée de la résistance, voire déresponsabiliser en fait les différentes parties prenantes. Typiquement, la directrice marketing qui a une position très forte de ce que je fais, moi, c'est important, qui sous-tendant ce que font les autres, c'est moins important. Tout de suite, en fait, il y a tendance à désolidariser d'autres pans du projet et du programme. Et alors qu'en fait, les trois devraient au contraire incarner l'unicité. En fait. D'ailleurs, ça donne un petit écho sur la gestion du Covid par le gouvernement en ce moment. En fait. Donc là, ce qui est en train de se jouer, ici, je vais revenir un peu en mode présentateur. Hop là. C'est en train de se jouer, en fait, c'est que le changement, ce n'est pas un one-off. C'est il n'y avait rien et maintenant je change et c'est réglé. C'est comme si, je sais pas, le lendemain, je disais, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être musclé. Demain, je fais une pompe. Je me relève, c'est bon, je suis musclé. Ce n'est pas en faisant une pompe en fait, que ça va changer. C'est au contraire, en fait, le fait de faire des pompes tous les jours, tout le temps, tous les jours, qui à un moment donné va commencer à devenir une pratique qui va se renforcer et qui va finir par devenir une habitude en fait. Et c'est bien cette discipline-là en fait de commencer à pratiquer, à démarrer une nouvelle posture et donc de la renforcer qui va être au cœur de la pratique du changement en fait. Et donc c'est en changeant qu'en fait on devient plus adapté au changement en fait. Et en termes de stats, près de 40% de l'initiative se heurtent à des problèmes de conduite du changement, donc c'est bien assez énorme. Et ce qui se trouve, en fait, c'est que la capacité à changer, donc tout à la fois pour nous, mais vis-à-vis en fait des enjeux business, c'est d'être capable de s'adapter et d'être toujours en phase avec les besoins qui vont continuer d'évoluer.
au fur et à mesure des enjeux business, des aléas en fait, du marché. Là, on voit bien que le Covid, ce n'était pas un truc prévu, et sauf que le business doit continuer. Donc, comment on fait pour s'adapter dans ce contexte-là, pour arriver à proposer des services peut-être sur un nouveau modèle ou au contraire développer des nouveaux services en utilisant ce qu'on sait faire en fait. Donc, on a vu des gens qui n'étaient pas du tout sur la fabrication de masques et par contre sur l'impression 3D, du coup, ils ont utilisé ce qu'ils savaient faire pour proposer en fait des nouveaux services. Et à contrario, moi typiquement le premier, en fait, intervenir en fait en clientèle au travers de l'intelligence collective avec un jeu ou des formats conférences. Et c'est comment en fait on peut proposer des formats existants, mais cette fois-ci sur des canaux différents en fait. Les enjeux en fait ou les enjeux de changement sont, enfin les trois principaux écueils, c'est effectivement des objectifs qui sont soit pas explicites, soit peu explicites, en tout cas mal partagés. Et il y a encore trop souvent en fait des initiatives qui sont lancées, mais pas pilotées comme un projet, qui normalement doit avoir un début et une fin, avec une ambition clairement affichée en fait. Et le manque de sponsorship, qui va être clairement ce qui va être en train de se jouer là avec ces trois sponsors-là, c'est que le manque d'unicité des trois sponsors va être un vrai élément de difficulté dans ce programme-là, en fait. Le deuxième acte, donc là, en fait, on va voir intervenir ici de nouveaux protagonistes. Donc, en fait, les chefs de projet, ils vont être deux, qui vont porter le projet et qui vont avoir donc le mandat remis par les sponsors de mener à bien leur mission, en fait. Et on va voir en fait la dynamique qui va se créer entre ces deux chefs de projet, déjà entre eux deux, et ensuite la dynamique qu'il va y avoir entre les chefs de projet eux-mêmes et les sponsors d'un côté, et les anciens membres, les membres anciens du comité de direction de l'autre en fait. Et comment cette dynamique-là va commencer à imprimer une intention et une posture en fait comportementale. De nouveau ici, je suis navré de jongler entre le mode présentateur et le mode de… c'est les aléas de Zoom, pas Zoom en fait, ou d'autres solutions. Le contexte de ce programme-là, donc c'est un programme d'une ampleur sans équivalent. La boîte a 120 ans d'existence, elle n'a jamais fait ce type de projet avec ce type de technologie-là en fait. Les projets de cette ampleur datent d'il y a plus de 15 ans. Donc, la plupart des personnes qui ont contribué en fait, ne sont plus là. En fait. Et malheureusement, en fait, on fait face également à un programme donc avec un budget d'investissement sans précédent. Et du coup, malheureusement, la posture, c'est ça sera trop gros pour échouer. Donc, en gros, le droit à l'erreur n'existe pas ou très peu. On va voir en fait ce que ça risque d'imprimer comme tendance, notamment vis-à-vis des responsables du programme, donc les deux chefs de projet dont on parle. De ce deuxième acte, donc, qui va faire progresser l'histoire, on va retrouver le comité de direction qui va être visible comme un seul et même personnage. Et lui, en fait, il a un mandat qui va confier aux deux programmes managers. Et en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est de la certitude. Le projet va à bon train et le projet va marcher. Too big to fail, donc ça ne peut pas se planter. Donc lui, en fait, il veut que, en gros, ça marche. Et le plan B, c'est que ça marche, en fait. En revanche, la contrepartie, c'est que malheureusement, donc, il n'a pas ou très peu d'expérience en matière de pilotage ou de soutien à ce type d'initiative et de projet. Donc tout à la fois, je veux que ça fonctionne, je ne veux pas de mauvaises nouvelles, mais concrètement, je ne peux pas ou je ne veux pas t'aider parce que concrètement, je ne sais pas faire en fait. Donc ça, c'est le premier personnage qui va être représenté par un seul et même personnage. On va retrouver deux autres personnages. Donc d'un côté, le programme manager, côté business. Lui, son enjeu, c'est qu'il concrètement, il a une carte à jouer pour accéder au top management s'il y a succès à l'issue de ce programme-là. Lui, en fait, ce qu'il cherche, c'est d'être reconnu. En tant qu'individu, vis-à-vis de ses compétences et vis-à-vis de son succès en fait. En revanche, son point noir, c'est qu'il est très mal à l'aise avec ce qu'il ne sait pas faire. Tant pas parce qu'il ne sait pas faire, c'est qu'en fait, vu qu'il a besoin d'être reconnu, il n'est pas à l'aise avec le fait de dire ça, je ne sais pas faire. Donc du coup, demander de l'aide, ça devient très compliqué.
Et on a son binôme, donc le programme manager, mais cette fois-ci côté IT. Idem, même démarche, même objectif, accéder à un poste proche de la direction côté IT. Et elle aussi, besoin de reconnaissance pour une histoire différente, mais in fine, son driver, ça va être ça. Et là aussi, donc, mal à l'aise avec les compétences qui lui manquent, et donc demander de l'aide devient compliqué. Donc voilà, on a une double relation avec les deux programmes managers qui, les deux, ont un enjeu carriériste, besoin d'être reconnus et pas à l'aise pour demander de l'aide. Et on va avoir une relation entre les deux programmes managers et le comité de direction, où d'un côté, le comité de direction n'est finalement pas à même d'apporter de l'aide, ni en termes de volonté, ni en termes de compétences. Et il veut par contre que ça fonctionne. Et de l'autre côté, en fait, on a des programmes managers qui concrètement ont une vraie carte à jouer. Et en revanche, en fait, demander de l'aide n'est pas vraiment une option, en fait. Hop, je vais quitter le mode présentateur et je vais vous faire jouer la vidéo. Donc, de nouveau, une petite vidéo de 30-45 secondes dans laquelle je vous invite à vous projeter dans cette situation-là et qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous arrêteriez, qu'est-ce que vous éviteriez ou qu'est-ce que vous renforceriez dans cette situation-là, en fait. Je vais de nouveau revenir en mode présentateur. Donc là, c'est en train de se jouer, c'est que on voit bien que il y a une tendance à on va y aller plutôt que de demander de l'aide. En fait, on trouvera nous en fait une solution et on parviendra à surmonter les difficultés en fait. Et cette tendance-là, en fait, elle est tout à la fois renforcée par leur propre besoin d'être reconnus, donc du coup de ne pas se montrer comme étant faillible, puisque c'est souvent perçu, malheureusement trop souvent perçu comme ça. Ne pas savoir, c'est une faiblesse. Et donc du coup, en fait, d'un côté, peu d'appétence à demander de l'aide, et de l'autre, peu de disponibilité vis-à-vis d'une demande d'aide ou de soutien, quelle qu'elle soit, en fait. Concrètement, finalement, on supprime une capacité à aider ou à recourir à du renfort, voire à prendre du recul. Et en fait, on va cultiver un peu le sentiment de seul au monde. Donc, avec une gouvernance et finalement une tendance à prendre des décisions de manière un peu unilatérale. Donc, on va être sur une quasi-dictature. Hein. Et ça favorise pas du tout le partage d'informations, le partage en fait de connaissances ou la mise à disposition de compétences ou de connaissances de part et d'autre. On verra en fait ce que ça va finir par finir d'imprimer dans la culture du projet, donc de l'entreprise. C'est qu'on va finir par davantage cultiver l'implicite plutôt que l'explicite. Et on verra les conséquences que ça va avoir. Là, en fait, volontairement, ce que je cherche à marteler, c'est le projet, c'est comme un bébé. En fait, un bébé, ça ne s'improvise pas. C'est pas qu'on en a un, en fait, qu'on dit, tiens, est-ce que j'en voulais vraiment un, en fait. Et là, un programme de cette ampleur-là, surtout avec ces budgets-là et l'impact que ça va avoir sur une boîte qui a 120 ans d'existence, en fait, ça se prépare. Et en fait, les stats montrent que dans 20% environ des décisions stratégiques de lancer un projet, il n'y a rien ou trop peu qui est fait pour réellement préparer le lancement du projet, avec tout ce que ça suppose en fait. Que ce soit en termes d'équipe, en termes de budget, en termes de soutien, en termes de ressources, en termes de support. Et en fait, un projet, gérer des merdes, si je puis dire, dans un projet, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on a des problèmes à plusieurs qu'on n'aurait pas si on était tout seul, en fait. Donc, avoir des problèmes, c'est pas ça, en fait. Arriver à porter et à soutenir en fait la capacité à détecter les problèmes d'une part et à les gérer d'autre part, c'est ça en fait le vrai facteur clé de succès. Et ça, en fait, c'est pas tout seul qu'on y arrive, c'est au contraire collectivement, en fait. Et ne pas préparer, ne pas soutenir dès le lancement du projet cette capacité-là pour la nourrir en fait et la renforcer tout au long du projet, en fait, on risque de préparer finalement un arrêt prématuré ou au contraire en fait à un échec puisque le projet sera livré peut-être soit plus long, soit plus cher,
soit avec un scope réduit ou un mix de tout ça en fait. Le troisième et dernier acte, je regardais juste le timing. Donc en gros, on devrait arriver à finir dans les clous en laissant un quart d'heure en fait de discussion à la fin. Le troisième et dernier acte, donc avec un peu finalement la conclusion, on va arriver finalement au paroxysme en fait de cette culture du non-dit et du one man's land, où en fait on aura dans ce programme-là, on avait donc une intégration Salesforce avec plein de solutions connexes. Il y avait un partenaire, donc un intégrateur qui avait été également mandaté pour intégrer ces différentes solutions. Et en fait, c'était un petit peu comme Polo et les clés du camion, où tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Donc, c'était un petit peu cette posture-là par défaut qui avait été prise. Et du coup, l'intégrateur devait s'occuper absolument de tout, en fait, de l'intégration, du branchement des différentes solutions entre elles, et de la conduite du changement, du recueil des besoins et de la mise en œuvre des solutions, en fait. Dans le climat que je vous ai décrit, qui est en train de se développer au fur et à mesure des 2 premiers actes, on voit bien qu'on est dans une logique où en fait, ça ne peut pas se planter. Donc, en fait, coûte que coûte, il y a un truc qui va être livré, quoi qu'il arrive, et indépendamment de ce qui est en train de se développer comme contrainte, difficulté, résistance au changement, peur, appréhension ou difficulté, en fait. Et de toute façon, on livrera le truc. Bien évidemment, dans ce contexte de culture implicite, la documentation et donc l'écriture, et donc cultiver l'explicite, ce ne sera pas la priorité en fait. Donc tout ce qui va être rendre autonome les différentes équipes, une fois que les parties prenantes du projet s'en vont, ça ne sera pas non plus la priorité en fait. Donc là, dans ce troisième et dernier acte, on va avoir ceux qui récupèrent le bébé, si je puis dire, à la fin. Donc, en fait, les opérations côté IT, les opérations côté business et le management du programme, donc ces fameux programmes managers qu'on va retrouver, en fait. Donc, on va retrouver ces petits personnages-là. Les opérations côté IT et côté business ont la même dynamique. Eux, en fait, ils vont récupérer la solution, donc le CRM et les différentes solutions autour, à la fin en fait, du projet. Et ils doivent faire tourner ce truc-là, en fait, parce qu'il y a quand même 1,6 million de clients à facturer et à gérer, en fait. Donc, ils doivent gérer cette solution mise en place. Donc, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être certains, en fait, sur oui, on peut le faire tourner, oui, j'ai compris comment le faire tourner. Donc, du coup, j'ai besoin qu'on me dise comment ça fonctionne. Et en fait, malheureusement, ils vont davantage dans une posture de j'ai pas été formé, on m'a pas dit, en fait. Parce qu'en fait, voilà, finalement, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que l'implicite a été privilégié par rapport à l'explicite, peu de documentation, et c'était de toute façon pas la priorité, parce qu'on devait davantage livrer le programme. Donc, les opérations côté IT, les opérations côté business, même combat, on doit gérer quelque chose, j'ai besoin d'être rassuré, parce que concrètement, je n'ai pas été formé, on ne m'a pas dit, en fait. Et donc, le point qui est en train de se jouer là, c'est qu'en fait, ils ne sont pas autonomes. Ils avaient déjà une posture pas autonome à la base. Et en fait, tout le contexte du programme livré à marche forcée, dans le contexte too big to fail, peu de place, pas de place en fait au manque d'autonomie. En fait. Et de l'autre, donc les 2 programmes managers qui cherchaient également à accéder à un poste de direction, eux, ils devaient livrer le programme. En fait, ils ne pouvaient pas se planter en fait, parce qu'ils avaient besoin d'être reconnus. Et donc, ils avaient pas à l'aise, toujours pas à l'aise en fait avec les éléments qui leur font défaut en fait. Donc typiquement le manque de documentation, le manque d'explication, le manque d'accompagnement au changement. Donc je vais vous je vais vous jouer en fait ce troisième et dernier acte. Là aussi en fait, mettez-vous en situation et qu'est-ce que vous, si vous étiez dans cette situation-là, à la place de l'un ou l'autre des personnages par exemple, ou à la place de tous, qu'est-ce que vous éviteriez de faire, qu'est-ce que vous arrêteriez de faire, qu'est-ce que vous renforceriez parce qu'ils ne le font pas assez, ou qu'est-ce que vous feriez tout simplement parce que ce n'est pas du tout fait en fait. Donc, j'ai quitté le mode présentateur. Hop.
Donc là, on retrouve l'intégrateur sous la forme d'un Merlin qui a livré quelque chose, une solution en fait que les gens soit n'ont pas comprise, soit ne savent, soit n'étaient même pas au courant. En tout cas, de toute façon, ils ne savent pas comment la faire marcher en fait, et c'est concrètement ce qu'il leur est donné en fait. Donc une espèce d'arme magique qui peut-être a plein de pouvoirs, mais concrètement, je ne sais pas quoi en faire en fait. Donc finalement, on a livré une solution qui est le fruit de ce programme de transformation, donc de changement colossal. Et en fait, là, on voit bien que quand on passe le relais à ceux qui vont devoir faire perdurer et inscrire dans le temps ce changement-là, en fait, c'est un peu mal barré. Le point clé de ce truc-là, en fait, c'est que quel que soit le changement qu'on essaie d'imprimer, qui commence par prise de conscience, peu après, on commence à adopter une nouvelle posture qu'on va renforcer au fur et à mesure, c'est ce renforcement-là, en fait, qui va être la clé du changement pour qu'il soit viable et qu'il s'inscrive dans le temps. Et en fait, pour que un changement soit effectivement durable, il doit être viable. C'est-à-dire que du coup, c'est pas quelque chose qui peut être livré à marche forcée, c'est quelque chose qui doit être accepté et dans lesquels en fait les parties prenantes se retrouvent et ils voient leur contribution en fait. L'exemple en fait qu'on peut prendre en direct, c'est si je dois perdre du poids, concrètement, une solution rapide et efficace, c'est je me coupe une jambe. C'est efficace, je perds littéralement et immédiatement du poids. Est-ce que c'est viable et durable? Vraiment, en fait. Mais concrètement, c'est une livraison de solution à marche forcée. Bon, à cloche-pied, bien évidemment, mais voilà. Là, en fait, finalement, pour la boucle est bouclée. L'ambition de départ qui était effectivement de développer le CRM pour développer davantage de valeur client et donc tout le business case qui a été monté pour création de valeur versus en fait coût d'investissement et budget d'investissement colossal, qu'il ait été volontairement ou involontairement faussé en termes de capacité à accompagner cette transformation-là, en termes de moyens, de support, de ressources, d'accompagnement. En fait, en termes de stats, donc il y a un chiffre complémentaire à celui-ci, c'est qu'environ 20% des projets en moyenne lancés seront arrêtés avant leur fin, donc ils ne livreront pas de valeur, par contre ils auront coûté à l'entreprise, donc 20% en moyenne des projets seront arrêtés avant leur fin. Et donc c'est comme si on vous filait un billet de 100 et par défaut on vous flingue 20 balles en fait. Dans les projets qui sont arrêtés avant leur fin, en fait on va retrouver en moyenne un tiers des projets qui sont pas importants pour l'entreprise. Donc la vraie question, c'est effectivement pourquoi les avoir lancés. Et toujours dans les 20% des projets arrêtés avant leur fin, en fait, il y a un quart des projets, c'est des projets stratégiques pour la boîte. Donc stratégique, ça veut dire si on ne le fait pas, la boîte va avoir un problème. Pourquoi les arrêter en fait? Et l'un des éléments en fait qui est soit involontairement, je dis bien soit involontairement, soit volontairement, parce que parfois en fait également les enjeux en fait de carrière qui peuvent se jouer, qui peuvent forcer la main sur des projets à lancer, en fait, amènent justement à des projets qui vont être risqués, enfin, d'être arrêtés avant leur fin parce que ça ne livre pas comme promis. En fait. Et là, typiquement, le programme, il était too big to fail, mais là, très clairement, soit il aurait fallu l'arrêter, en tout cas, le réorienter pour s'assurer que les moyens mis en œuvre sont bien adaptés à l'ambition portée dès le début, en fait. Voilà pour ce case study. Il nous reste environ un peu plus de 15 minutes. Je ne sais pas si on a des questions en fait, ouvertes ici ou des remarques. Si les participants ont des questions, ils peuvent du coup les poser en cliquant sur le petit converser. Et il faudra bien sélectionner tous les conférenciers et les participants pour qu'on puisse les lire. Voilà, simplement. Et puis sinon, du coup, moi, je vais juste terminer finalement les éléments que vous allez retrouver sur la presse. Du coup, là, vous allez retrouver quelques articles en fait disponibles, des événements en fait à venir sur lesquels voilà, vous pourrez retrouver la boîte de Pandore en fait ou moi d'à côté d'ailleurs. Vous allez retrouver en fait quelques ouvrages que moi j'ai pu utiliser pour construire ces case studies et globalement plus globalement en fait l'offre en fait Pandora Box. Quelques articles également que j'ai pu utiliser, donc vous retrouvez ces différentes références dans le support de présentation.
Sur le web, en fait, quelques liens qui peuvent être effectivement intéressants sur les différents euh, taux d'échec en fait observés un peu partout en fait sur les différents projets. Euh, et puis en fait, je ne vais pas rentrer sur le détail ici, mais en fait, voilà, la proposition de valeur de la boîte de Pandore, en fait, est toute l'ambition, justement, au travers des case studies en particulier, mais surtout, en fait, du jeu La boîte de Pandore, et en fait, ce qu'on cherche justement à développer, en fait, au travers de la mise en situation pour développer de nouvelles postures. Donc, ces 4 fameuses compétences clés, donc l'autonomie, la créativité, la collaboration et la communication, en fait. Donc, je ne sais pas si Clémentine a des questions ou on peut terminer sur la Ouais, présentation. tu as des questions, il faut simplement que tu ouvres la partie conversée et là, tu as deux Ok. questions. Alors, du coup, je vais arrêter ici. Hop, J'en ai hop, une. hop. Bonjour Arnaud, merci pour cette présentation. Pourquoi ne pas avoir parlé de formation? Ça m'a fait remonter. Dans la conduite du changement initialement, en fait. Ouais, Alors, c'est un très bon point. En fait, dans l'histoire, hein, parce que c'est basé sur une histoire vraie, en fait, dans l'histoire, le pavé, en fait, conduit du changement, sur le papier, tout avait été fait. Et donc, il y avait eu un Change Readiness Assessment qui avait été monté pour évaluer, en fait, la capacité des différentes parties prenantes, en fait, et des populations, hein, toutes les populations, donc celles qui allaient récupérer le bébé à la fin, celles qui allaient animer le projet ou contribuer au projet dans le cours du projet. Donc ça avait été monté en fait. Donc il y avait bien un change readiness, enfin, un readiness assessment qui avait été monté, un plan d'accompagnement au changement qui avait été monté, un plan de formation qui avait été prévu. En fait, le point ici, c'est moins la conduite du changement, c'est le soutien et la capacité, se rendre disponible aux autres pour les aider à résoudre des problèmes ou en tout cas à chercher à les aider à résoudre des problèmes. Et ça passe par déjà les sponsors vis-à-vis des responsables du programme et les responsables du programme vis-à-vis en fait des sponsors, mais également ensuite des différentes équipes. Donc l'ambition de départ était affichée avec effectivement tout ce qu'il fallait sur le papier et ben, dans l'histoire en fait ce climat d'implicite de pas droit à l'erreur, pas de possibilité en fait de se planter, peu d'espace d'un côté pour répondre à des demandes ou des appels à l'aide, et de l'autre en fait peu d'habitude et pas d'habitude, et surtout en fait une posture de je ne suis pas à l'aise avec dire je sais pas faire ou je sais pas en fait. Et donc du coup toute la partie conduite du changement sur le papier elle était là, mais en fait l'histoire elle s'est moins jouée ici que vraiment dès le début de l'histoire de est-ce qu'on a ce qu'il faut pour réellement, et enfin, observer objectivement, sans se raconter l'histoire, de est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour embarquer ce projet-là, en fait. Oui, il y aura les slides avec les liens. Pour les attitudes, drive et contraintes, il existe un listing où on peut trouver les différents profils? Alors, bonne question. Alors, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion en fait de voir les modèles typiquement de Carl Jung à l'époque, en fait, lui en fait, les premières ébauches de ce modèle-là, en fait, en gros, il y avait 2 axes. Donc, le rapport à l'environnement et premier axe, soit je vois l'environnement comme étant hostile, soit en fait, je vois l'environnement comme une source d'opportunité. Et le deuxième axe, en fait, qui est qu'est-ce qui me ressource? Est-ce que c'est avant tout, en fait, une approche introspective ou, à contrario, c'est le contact avec les autres et l'extérieur qui me ressource? Et en faisant, en fait, en croisant ces 2 axes, on obtient 4 familles de profils. Ce point de départ-là a été ensuite enrichi par Myers and Briggs pour donner le fameux MBTI qui lui a décliné en fait 16 profils, les ENTJ, ESTJ, INFP et ainsi de suite, avec finalement 4 dimensions, chacune étant dotée de 2 extrêmes en fait. Donc ça, je vous invite à regarder en fait les MBTI. Et de tout ça, en fait, on a pu dériver. Alors, il y a des choses qui existent comme la ProcessCom. Où on retrouve des 6 ou 7 profils qui sont des sous-ensembles de ces 16 profils MBTI qui sont les profils les plus probables
dans les populations, on va retrouver des choses comme le profil rebelle, le profil conciliateur, et j'en passe, et des meilleurs. Et le dernier modèle qui circule pas mal, c'est la méthode DISC. Là, on va retrouver également une notion de couleur, des profils jaunes, des profils rouges, des profils bleus, des profils verts. Le profil vert, c'est un petit peu le comment dire, le monde merveilleux du Mickey. Le profil rouge, c'est un peu le bourrin où voilà, je vais y aller et je vais tout massacrer. Le profil bleu, c'est je dois respecter les règles et les process, en fait. Typiquement la police. On va retrouver après, pour aller plus loin, le modèle en fait alors je crois que c'est De Grays en fait. Alors si vous cherchez en fait tout ce qui est la spirale en fait, c'est des modèles avec 7 niveaux de conscience qu'on peut retrouver chez les individus et chez les organisations. Donc ça vous permet après de creuser également. Et en fait dans le case en fait, moi j'ai utilisé un modèle plus simple avec deux axes. Le premier qui est certitude, incertitude, et le deuxième en fait qui est le sentiment d'être reconnu, donc d'être important, et en apparente opposition, le besoin de se connecter aux autres en fait. Et ces 4 besoins fondamentaux, on les satisfait tous, tout le temps. En fait, le vrai truc qui change, c'est la manière et les comportements et les attitudes qu'on adopte pour satisfaire ces besoins-là en fait. Et c'est ce truc-là en fait qui a été utilisé dans les cases et qui permet de modéliser assez simplement les drivers individuels pour après expliquer la dynamique de groupe en fait. Surprise de voir que la RH n'a pas été partie prenante. Très 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 bon point. Totalement absente. Enfin moi dans ce programme-là, on l'a jamais vu en fait. Il se trouve qu'en fait, c'est un des problèmes récurrents. Parmi les problèmes récurrents que je vous disais avoir identifié sur les programmes de transfo, c'est un point qui revient en fait. Et donc, s'il est récurrent et donc il n'est pas spécifique à un projet ou un programme, il est systémique et donc il est caractéristique de l'organisation. Et là, très clairement, ça montre bien tout à la fois un bout de défiance vis-à-vis des ressources humaines, peut-être d'incompétence a priori, en tout cas perçue, d'un côté, et du manque d'engagement ou de partie prenante en fait, de l'autre. En fait. C'est un excellent point, et je trouve que c'est un des problèmes récurrents. En fait. Comment on fait pour changer ce climat du coup dans la pratique? Comment on fait? En fait, toute l'ambition là, du case, c'est de vous mettant dans cette situation-là, qu'est-ce que vous feriez en fait? Tout l'enjeu, c'est le changement. On ne peut pas changer les autres. On n'est pas chez Harry Potter, on n'a pas une baguette magique, on ne va pas changer les gens. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Moi, les gens qui font disparaître des problèmes ou des choses, j'en connais pas beaucoup. Je connais les assassins, je connais les voleurs et je connais les magiciens. Bon, les assassins et les voleurs, ce n'est pas des personnes très recommandables. Et les magiciens, ils n'existent pas. Donc, en gros, pour changer, le seul truc, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour me changer moi, en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour adopter une pratique finalement ou une posture que je trouve que si elle était en fait développée, apporterait quelque chose de mieux ou en tout cas permettrait de commencer à résoudre le problème. Et en y croyant et en l'adoptant et en la développant par effet d'influence, c'est ça en fait qui va contaminer, si je puis dire, donc l'approche virale d'autres personnes en fait. Il y a un article d'ailleurs qui est sorti il y a pas très longtemps, ressorti il y a pas très longtemps sur Harvard Business Review sur le pourcentage dans une population donnée nécessaire pour changer du tout au tout un comportement. En fait, sur une population de 100, s'il y a environ 10 personnes qui commencent à adopter un nouveau comportement, ça peut commencer à suffire pour convaincre convertir en fait les 90 autres. Sur ma page en fait Pandora Box, j'avais fait un petit article en fait sur un jeu en ligne qui existe, sur le jeu de la confiance. Et en fait, c'est un petit jeu donc avec 2 personnages où chacun va mettre une pièce au titre de la confiance en fait. Et selon en fait s'ils mettent effectivement la pièce ou pas, ça va avoir une influence sur
le comportement d'après, en fait. Et du coup, c'est toute une mécanique de jeu avec différents types de comportements et même des simulations que vous pouvez jouer directement. Et à partir de quel seuil, typiquement, en fait, d'appartenance à telle population, à partir de tel seuil, en fait, la population totale se trouve contaminée. C'est super rigolo. Et donc, pour répondre très clairement, c'est le changement et pour influer sur l'environnement, c'est prendre ses responsabilités en tant qu'individu. Moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire déjà à mon échelle qui aura un effet de résonance, un impact vis-à-vis de mon environnement proche. Et donc, du coup, moi, les autres, moi et les autres, moi et les autres, et Corp, en fait. Corp étant l'organisation. Il y a une image que j'aime beaucoup qui est celle d'une goutte d'eau qui rentre en contact en fait avec un lac ou une mare. Et en fait, nous en tant qu'individus, on est des gouttes d'eau. Et si on peut maximiser l'impact qu'on va avoir dans une autre quantité d'eau qui est plus grande, c'est ça qui va donner par effet de vague à répétition qui va augmenter l'impact. Et c'est cet effet de répétition en fait qui doit être nourri dans le temps en fait. Je prends peut-être la dernière question. La culture de l'entreprise n'était pas prête à recevoir et bien gérer le changement. Si a priori elle était prête, en revanche, c'est l'intention et la posture de ceux qui ont embarqué le changement qui a privilégié un comportement de je dis pas et je livre coûte que coûte, peu importe que tu saches après utiliser après en fait. Donc sur le papier, avant de démarrer, il y avait tous les feux au vert. Et après, c'est finalement le manque d'ouverture qui a privilégié l'implicite, qui finalement a détruit toute option d'arriver finalement à l'ambition de départ en fait. Et pourtant, et c'est ça tout le but de la boîte de Pandore, c'est que les projets n'arrêtent pas de partir au tas. On le sait, et depuis tout le temps, et on sait pourquoi en plus. Et pourtant, on ne se lève pas le matin, chacun, nous, en se disant, tiens, j'ai bien envie de faire de la merde. Donc, comment ça se fait que tous, en ayant envie de faire des choses bien, et bien pourtant, ça part en cacahuète. Et donc, c'est en mettant ces différents drivers aux postures en dynamique on va dire, on va avoir des postures en fait, qui vont se retrouver favorisées. En fait. Et c'est en prenant conscience des éléments de posture et en intégrant le fait que nous, êtres humains, on est rationnel, mais on est surtout irrationnel en fait. Et ne pas accepter cette part-là, c'est là où, en général, ça commence à partir en cacahuète. Et la partie irrationnelle, c'est de la pratique. Et si on va adopter un changement, ça commence par démarrer avec une pratique et la renforcer et la développer. Et là, ça devient une nouvelle habitude en fait. Et ça n'est qu'en faisant que le changement survient en fait. Est-ce qu'on peut avoir mon 06 ? Normalement, toutes mes coordonnées sont sur LinkedIn et je crois qu'elles sont également sur la presse. Voilà. Et ben voilà, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Parfait. Et puis, voilà, du coup, vous allez repartir avec le support de la presse et la map. Alors, je ne sais pas si on a eu beaucoup de contenu dans la map, mais du coup, au pire, on vous enverra de toute façon le support et à quoi ça peut ressembler en fait. Pour d'ailleurs toutes les personnes qui souhaitent recevoir le support, n'hésitez pas à faire un mail. Donc, soit vous contactez directement Arnaud, soit vous me faites un mail sur community@malt.com. Voilà, si vous souhaitez la recevoir. Je vais la noter et puis je pense que c'est bon. Yes. Et ben c'est parfait. On peut du coup clôturer parce que j'ai le Zoom coupe dans 3 minutes exactement. Donc merci à tous. Merci beaucoup Arnaud. On est de rien, merci à toi Clémentine. Et puis tu enverras le doc d'ailleurs en fin de session. Prenez bien soin de vous en tout cas. Et puis j'espère à très bientôt. LinkedIn, message ou autre. Et puis voilà, en route vers l'infini au-delà. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.